Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Bulle 93.6, votre radio de l'Agenais. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Thierry Janssen. Bonjour Thierry. Bonjour Myriam. Alors Thierry, c'est une joie de vous accueillir parce que cela fait longtemps que j'entends parler de votre parcours et je suis très heureuse de vous inviter pour notre émission qui est diffusée sur Radio Bulle et Radio Bastide. Alors je vais vous présenter. Ben voilà. Alors, Thierry Janssen, vous êtes un ancien chirurgien. Et vous avez quitté l'hôpital en 1998 et êtes parti étudier la médecine corps-esprit dans une université de Miami, une école psychocorporelle, si on peut dire, psycho-énergétique et psychospirituelle. À votre retour en Belgique, vous devenez médecin psychothérapeute et vous accompagnez les patients souffrant de cancer et de maladies chroniques. Vous vous définissez comme un Oui, accom- oui. vous vous définissez comme un accompagnant psychospirituel. Vous avez également enseigné au Centre universitaire de Sigmund Freud, le SFU à Paris, et vous êtes fondateur de l'école de la posture juste, anciennement Exact. voilà, qui s'appelait avant École de la présence thérapeutique à Bruxelles. Ouais. Et puis on va citer quelques ouvrages parce que vous avez quand même écrit plusieurs livres consacrés à une approche globale de l'être humain et à une vision plus spirituelle de la société. Il y a entre autres Vivre en paix, Vivre le cancer du sein autrement, La solution intérieure, La maladie a-t-elle un sens? Et puis les deux derniers, Écouter le silence à l'intérieur et le tout dernier, La posture juste. Le tout dernier, il vient de paraître, c'est-à-dire il est paru au mois de mai aux éditions Guy Trédaniel et c'est Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain. Ça, c'est le tout dernier. Alors Thierry, votre quête, elle remonte à plusieurs années, donc en 1998. Qu'est-ce qui vous a décidé à partir à Miami, dans cette école? Est-ce qu'il vous manquait quelque chose dans votre travail? Quel a été le déclic pour vous? Oh, ça remonte avant ça et je n'utiliserai pas le mot quête pour parler de ce parcours. En fait, moi, j'ai été un enfant, comme beaucoup d'enfants, je crois, très, très sensible et très relié au monde, aux autres. Et en même temps, j'avais peur du monde parce que je le trouvais assez agité, voire violent, et je ne savais pas très bien comment y trouver ma place. Du coup, ben voilà, j'ai vécu un petit peu en retrait pendant toute mon enfance, et en même temps, j'avais des expériences mystiques, vraiment des grands élans d'amour, des grands élans de communion avec l'univers, avec le monde, avec toute forme de vie. Et puis progressivement, en me formatant pour acquérir les diplômes que je souhaitais acquérir pour devenir médecin, eh bien, j'ai perdu tout ça. Et je me le suis plus autorisé. Et puis, mon mental a pris le dessus, j'étais plutôt dans la performance et comme depuis très jeune, ma passion c'était en tout cas c'est comme ça que j'avais trouvé ma place, c'était de transmettre aux autres ce qui m'avait réjoui, ce qui m'avait paru évident et que les autres parfois trouvaient un peu compliqué. Moi je le trouvais tellement simple parce que je l'avais compris, j'avais envie de le partager et donc, très tôt dans mon parcours de médecin, j'ai voulu devenir professeur. Et j'ai beaucoup sacrifié pour ça, jusqu'à l'âge de 36 ans où j'étais épuisé. J'avais gravi les échelons de la hiérarchie académique. Je travaillais à Bruxelles, à l'université, et j'allais prendre de nouvelles fonctions pour diriger un service. Et en fait, le jour où j'ai pris mes fonctions, j'ai entendu une voix, ma voix, mais c'était très clair, qui m'a dit: «Si tu restes là, tu vas mourir». Et donc je suis parti, mais vraiment dans l'instant. J'ai écrit ma lettre de démission pour le doyen de la faculté de médecine parce que j'avais un poste académique et puis, je suis parti sans savoir pour où j'allais mais je savais que je voulais plus être là et en tout cas, je voulais plus fonctionner de la même manière. Parce que c'était pas l'hôpital le problème, c'était moi dans l'hôpital avec mon ambition, avec ce côté très performant, perfectionniste, très exigeant. Et j'étais en dehors de la vie à me mettre une telle pression. Vous aviez Et donc quel j'ai âge fait à un pas ce de moment-là? côté. J'allais avoir 37 ans.
J'allais avoir 37 ans en fait, j'ai fait un pas de côté. On m'a dit: «Quel courage!» Non, il m'a pas fallu de courage pour faire ça. Il m'a fallu juste écouter cette voix qui me disait que si j'allais rester là, j'allais mourir et je l'ai vraiment entendu. Donc après, il a fallu le courage d'assumer ça parce que, bah, déjà le regard des autres qui vous prennent pour un dingue. Et puis il y a aussi, bah, les j'étais salarié dans les hôpitaux, donc j'avais plus de salaire, j'avais plus de rentrée financière et bon, bah, j'ai trouvé un autre travail. J'ai travaillé dans la mode, figurez-vous et pendant un an, j'ai dirigé une maison de prêt-à-porter italienne à Paris, qui s'appelait, Giorgio Armani et puis, c'est une histoire de dingue, mais voilà, j'ai senti il y avait comme un appel, je croyais que ça allait être léger, que ça allait me sortir de cette ambiance un peu lourde que j'avais connue à l'hôpital et en fait, bah, j'ai eu ce poste. Je crois que j'étais tellement convaincu de le vouloir qu'on a fini par me le donner et en fait, ce poste m'a appris à me désidentifier de ce que je faisais parce que, heu, j'avais fait chirurgien, là je faisais directeur d'une maison de prêt-à-porter, mais en fait, j'étais toujours Thierry et c'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est surtout qui on est quand on le fait et ça, je l'ai vraiment compris dans cette expérience, dans ce poste de direction et puis, j'ai été licencié parce que, voilà, j'avais pas la culture de l'entreprise et puis manifestement, je me sentais pas tout à fait à ma place dans ce travail-là. Ils l'ont senti, mais en partant, je me suis promis de ne pas tout de suite retravailler. Je me suis promis de prendre le temps de comprendre pourquoi j'avais quitté l'hôpital. Parce que finalement, je peux en parler maintenant avec du recul, mais à l'époque, je n'en avais pas. Et donc je suis resté, 1 an, à Paris parce que mon poste dans la mode était à Paris. Moi je vivais à Bruxelles, au préalablement et je suis resté à Paris comme ça là on me laissait tranquille, il y avait pas tous ces jugements parce que les autres ont toujours plein d'avis sur votre vie sans la Oui. connaître et j'ai vraiment pris un temps de retraite et toutes mes amours de jeunesse sont revenus. Ma passion pour l'Égypte ancienne, mon côté un peu mystique, heu et puis, l'envie d'écrire, de transmettre. Alors j'ai commencé à écrire des romans, mais qui étaient pas vraiment aboutis, mais quand même, je m'entraînais à écrire et puis en faisant des recherches pour un roman que j'écrivais, je suis tombé sur, l'information de cette école dont vous avez parlé aux États-Unis et ça m'a attiré. Je ne sais même pas pourquoi, mais je sentais qu'il y avait là quelque chose qui allait parler de plus que ce que j'avais abordé jusqu'à présent. Une vision plus large de l'être humain et effectivement, on y abordait le lien entre le corps et la pensée, on y abordait la dimension énergétique de l'être humain, et sa dimension spirituelle aussi et donc voilà, intuitivement, je suis parti là-bas. Tout s'est mis, il y a de l'argent qui est arrivé alors que je l'attendais pas. Enfin, c'est comme j'ai l'impression que quand on est sur sa vague, la vie conspire pour que vous alliez, vers toujours plus de vie. Mais il faut faire confiance, il faut une forme de foi et j'avais cette foi en moi. Foi en la vie, foi en moi-même, foi en ce que j'avais senti et la joie que j'avais, de m'être libéré était le meilleur indicateur pour moi que j'étais sur la bonne vague. Donc j'ai surfé sur cette vague et pendant 4 ans, je suis allé aux États-Unis, mais dès le départ, dès la première année, j'ai eu envie d'écrire. Alors j'ai écrit ce premier livre, Le travail d'une vie, qui était alimenté de mon expérience en consultation, non seulement du temps où je pratiquais la chirurgie, mais surtout, dans une nouvelle fonction qui s'était un peu imposée à moi parce que les gens venaient vers moi. Ils disaient que j'avais tellement changé qu'ils voulaient comprendre, ils voulaient s'en inspirer et de fil en aiguille, j'ai eu une fonction, on va dire, de psychothérapeute. Alors je me suis formé progressivement pour me sentir légitime et puis, j'ai occupé cette fonction pendant longtemps, hein, pendant 10, 11 ans. Et j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde en consultation, essentiellement des gens malades physiquement, parce que des psychothérapeutes, il y en a des bons, mais dès qu'ils ont pratiqué la chirurgie, la médecine comme je l'avais fait, il y en a beaucoup moins. Donc c'était, me semble-t-il, plus légitime Ah oui, tout à fait. de m'intéresser à des personnes qui avaient une souffrance physique. Ah oui, ah Et oui. alors je me suis mis à écrire des livres, dont La solution intérieure, qui a eu un joli retentissement parce que ça parlait d'une ouverture de la médecine dans une forme intégrative, allant chercher le meilleur
de toutes les approches thérapeutiques dans les différentes cultures pour enrichir notre médecine, pas pour s'y opposer, mais pour vraiment être dans l'intégration de différentes manières qui sont de soigner, qui sont dans notre patrimoine humain, dans le patrimoine de l'humanité. Et puis il y a eu La maladie est un non-sens, Le défi positif. C'était des livres très documentés qui me permettaient, moi, de montrer que j'avais quand même encore un lien avec tout ce qui était scientifique, même si je venais avec des inspirations beaucoup plus philosophiques, voire spirituelles. Et puis, heu, et puis en 2009, je suis tombé malade et parce que j'en faisais trop. J'étais retombé dans le piège où j'étais quand j'étais à l'hôpital. Je voulais trop bien faire, je disais oui à tout le monde, notamment parce qu'on m'invitait à donner des conférences autour d'un livre que je venais d'écrire qui s'appelait «La maladie a-t-elle un sens?» Et bien oui, Ah c'était la oui. question qui m'était posée Ah oui, c'est et incroyable. j'ai compris qu'il était temps que je me pose et donc là, a germé l'idée de créer une école, pour moi moins me déplacer, moins, m'épuiser dans toutes sortes d'activités à gauche et à droite, mais plutôt laisser venir vers moi. Mais ça, on était en 2009-2010 et il a fallu encore 5 ans avant que j'ouvre cette école parce que je ne me sentais pas légitime. Et j'ai pris en 2012-2013 une année en sabbatique pour sentir si j'avais l'espace en moi pour accueillir une école comme ça qui d'emblée, je savais, elle serait psychologique, mais elle serait spirituelle aussi. Et et puis ce temps de retraite a duré plus qu'une année, il a duré 3 ans et m'a amené dans une crise, profonde que certains ont appelé une dépression. Moi, j'ai dit: «Non, c'est une nuit noire de l'âme». C'est ma personnalité qui voulait pas lâcher certains de ses vieux fonctionnements et mon âme qui souffrait, de ne pas pouvoir, pleinement, manifester ce qu'elle avait envie de manifester, c'est-à-dire quelque chose de très joyeux, de très léger, de très profond. Et et finalement, au sortir de cette crise que je qualifie de spirituelle, eh bien, je me sentais prêt. J'ai ouvert l'école en 2015. Ça fait maintenant 9 ans et voilà, c'est une je suis à la place où je dois être. Ah, c'est un beau Voilà. parcours. Mais je vais vous proposer, Thierry, une première pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après. D'accord. Vous êtes toujours sur Radio Bulle 93.6, votre radio de la Genée. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Thierry Janssen. Alors Thierry Janssen nous partageait son parcours d'ancien médecin chirurgien, ensuite psychothérapeute, et puis qui a ensuite, dans une troisième phase de sa vie, créé l'école de la posture juste. Alors Thierry, vous nous parliez de ces 3 ans de crise où vous êtes parti en recul. Qu'est-ce qu'il s'est passé pendant ces 3 années-là? Mais en fait, je pense que, tout être humain, est amené à vivre des crises dans son existence et le tout, c'est de les accueillir, c'est de pas vouloir les éviter, c'est plutôt de les traverser, d'essayer de comprendre ce qu'elles nous posent comme question. La crise, c'est pas simplement un danger, c'est aussi une belle opportunité et j'avais déjà fait une belle crise quand j'ai quitté l'hôpital, et il y avait le danger de ne pas comprendre ce qui me rendait pas heureux et de m'enfoncer plus loin et je crois que j'aurais fait une belle dépression, et puis il y a eu l'opportunité, de sortir et de répondre à un appel profond qui m'a emmené ailleurs. Et puis, plus près de moi quelque part, plus près de mon âme, plus près de mon essence, de l'essence de vie qui était en moi. Et puis bon, cette, seconde crise, on va dire ça comme ça, elle a surgi au moment où je voulais exprimer quelque chose de moi plus profond encore, à travers la création de cette école où je savais, comme je l'ai dit, qu'il y aurait un enseignement à la fois psychologique, mais aussi spirituel et j'étais pas sûr d'être légitime et à la hauteur pour faire ça et donc il y a eu une résistance entre ma personnalité qui doutait, qui voulait agir avec ses vieux modes de fonctionnement et puis, mon âme là qui appelait mais qui se sentait bridée par ma personnalité. C'est pour ça que j'appelle ça des nuits noires de l'âme, ces crises-là, et c'est pas du tout négatif, c'est juste qu'il faut traverser, lâcher les habitudes de cette personnalité pour laisser parler la vie qui est en nous. Alors pendant ces 3 ans, ça a commencé parce que, en 2012, c'était l'année de mes 50 ans et j'ai fait une expérience, magnifique.
qui, qui a tout changé pour moi, à savoir que j'ai entendu le silence. Et ça s'est produit, j'étais en train de travailler à mon bureau, il y avait beaucoup de bruit dans la rue et j'essayais de me concentrer et j'étais très perturbé par le bruit. Et du coup, je me suis mis à méditer comme j'avais l'habitude de le faire pour apaiser mon mental. Et en écoutant, en portant l'attention sur les mouvements de ma respiration, progressivement, mon mental s'est apaisé. Et à un moment donné, il m'est arrivé quelque chose que je n'avais jamais vécu encore en méditation. Tout d'un coup, j'ai entendu le silence. C'est-à-dire, le silence, il y avait toujours le bruit dans la rue, ça faisait beaucoup de bruit, il y avait un marteau-piqueur, et en même temps, j'entendais ce qu'il y avait au-delà du bruit. Et j'étais toujours agité, j'avais des pensées, et j'entendais ce qu'il y avait au-delà de mes pensées. Et j'ai compris, c'était comme vraiment, on parle d'illumination, mais c'était vraiment ça. Et je me suis dit, mais le silence n'est pas l'absence de bruit, le silence, c'est l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent. Le silence, c'est le fond de la réalité, c'est l'essence, c'est ce qui reste quand tout ce qui est transitoire est passé. Et c'est ma véritable nature, c'est notre véritable nature, c'est notre présence, c'est la conscience. Et j'ai vraiment compris, mais dans ma chair, hein, que le mental bavarde, mais la conscience, elle constate simplement. Elle est juste là. Et la conscience, vous pouvez l'appeler l'esprit. En français, on confond souvent, hein, on utilise le mot esprit pour parler du mental, le mind des anglo-saxons. Moi, ici, je vous parle du spirit, la conscience qui s'éveille. Et je pense que j'ai vécu une forme d'éveil de conscience comme ça, un peu fulgurant. Euh, je ne le cherchais pas, mais ça a tout changé parce que maintenant, même au moment où je vous parle, j'entends le silence. Je sais qu'il y a ma personnalité qui parle et puis j'élabore un discours et j'essaye d'être intelligible, mais au-delà de ça, il y a ce silence qui regarde ça. Et ça, c'est le vrai moi, c'est le soi, hein, comme aurait dit Jung, ou comme dans la philosophie de l'Inde, on parle de Brahman, de Atman, hein, le soi universel et le soi personnel qui est au-delà de la personnalité, au-delà de l'ego. Et donc voilà, maintenant ma vie, elle est habitée de ça. Et du coup, en 2012, j'ai décidé de faire cette retraite de quelques mois pour me préparer à créer l'école. Et en fait, eh bien, j'ai fait l'erreur de vouloir expliquer ce que j'avais vécu à travers un livre. Et en commençant à écrire, ma personnalité s'est emparée du sujet. Et en fait, en relisant ce que j'écrivais, je ne ressentais pas ce que je voulais partager. Parce que c'était ma tête qui parlait, c'était pas mon cœur. Ah oui. Et du coup, ça m'a plongé vraiment dans une grosse difficulté et je me suis acharné à vouloir passer en force avec ma personnalité qui avait décidé d'écrire ce livre. Et ça m'a emmené, non pas dans une retraite de quelques mois, mais ça a duré 2 ans et demi. Et après 2 ans et demi, j'ai vraiment lâché, mais c'était dur, hein, et je me levais le matin et je contemplais mon mal-être. Et je me disais, non, on va pas prendre un antidépresseur, on va pas partir en voyage pour se distraire, je vais rester et traverser ça. Et aujourd'hui, je sais que, voilà, quoi qu'il m'arrive dans la vie, on verra bien, mais il y a une partie de moi qui peut rester paisible, silencieuse, aimante, et regarder ça. C'est la conscience, c'est la nature profonde de l'être. Et donc, voilà, après, je me suis senti évidemment beaucoup plus fort, beaucoup plus ancré, beaucoup plus aligné pour ouvrir cette école que j'avais appelée école de la présence thérapeutique. Parce qu'au départ, je voulais l'ouvrir essentiellement pour des soignants. Et en fait, après 4 ans d'existence, je l'ai appelée école de la posture juste parce que j'ai décidé de l'ouvrir à tout le monde et que présence thérapeutique, ça connotait un peu trop côté soignant. Et en même temps, des thérapeutes, on peut tous être thérapeutes du moment qu'on prend soin de la vie qui est en nous et autour de nous. Et c'est Ah oui. la mission de cette école, c'est d'apprendre à prendre soin de la vie qui est en nous et autour de nous. Ah oui, c'est une belle expérience. Et ce livre que vous aviez écrit, du coup, est-ce que vous l'avez est-ce que vous l'avez Oui, réécrit?
d'une autre Il y manière. en a eu, il y en a eu 7 versions. Mon éditrice était absolument désespérée. Elle a même engagé une journaliste pour recueillir mes propos de façon à pouvoir faire écrire le livre par la journaliste. Et en fait, ça n'a pas marché parce que je bloquais et je sentais pas, ça venait pas de mon cœur. Et donc, bon, ben, j'ai mis ça sur le côté. Et en 2018, je suis parti en Égypte. J'ai beaucoup passé de temps en Égypte dans ma vie puisque j'ai cette passion depuis tout petit et que longtemps j'ai hésité entre la chirurgie ou l'égyptologie. Et je peux dire que l'Égypte ancienne est vraiment ce qui m'a nourri spirituellement depuis l'enfance, à travers ses symboles, à travers. Et c'était pas une démarche intellectuelle, mais j'étais profondément imprégné et impressionné, je dirais, par ce que l'Égypte ancienne pouvait nous transmettre de profond, de relié à la vie. Et voilà. Donc, je suis parti en Égypte en 2018 et, euh, et là, c'est venu tout seul en quelques jours, 13-14 jours, j'ai écrit Écouter le silence à l'intérieur. Et ça, c'est un livre dont je suis très heureux parce que il vient vraiment de mon cœur et puis il parle de cette expérience d'éveil, de la conscience que tout le monde peut vivre. C'est pas réservé à quelques-uns. Il propose une méditation d'ailleurs pour faire le chemin vers ce silence intérieur. Et puis, euh, et puis le fait d'avoir pu poser ce livre, ben, ça m'a donné des ailes pour la suite. Ah oui, ah oui. Comme quoi, quand on écrit avec le cœur, eh bien, ça résonne et ça fait écho partout. Et donc, Oui, oui, parce que on peut écrire avec sa tête, hein, et il y a des bons livres qui ont été écrits avec la tête, mais quand on veut écrire quelque chose qui vient du cœur, c'est une trahison d'écrire avec sa tête. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas accepter qu'on publie les manuscrits que j'avais produits euh, dans cette fameuse crise, parce que quand je les lisais, je sentais que je me trahissais en les laissant paraître comme ça. Je voulais que ça vienne d'un autre endroit, mais j'arrivais pas à y accéder à ce moment-là. Il fallait que je lâche quelque chose. Ben, c'est venu. Parfois, il faut un peu de patience. eh bien, merci Thierry. Je vous propose une seconde pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après. Vous êtes toujours sur Radio Bulle 93.6, votre radio de la Genée. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Thierry Janssen. Alors Thierry, moi qui suis vos publications régulièrement sur Facebook, voici la dernière qui m'a beaucoup touchée et la raison pour laquelle j'ai choisi d'ailleurs de vous interviewer. Vous parlez d'un sage assez connu, Ramana Maharshi, et j'ai envie de citer votre post et puis ensuite nous raconterez cette rencontre de regard à regard. Alors voilà, Mhm. je cite. Lorsque j'ai croisé le regard de cet homme sur la couverture d'un livre dans une librairie à Bruxelles, mon cœur s'est ouvert et j'ai entendu le silence à l'intérieur. Depuis, ce regard est comme un soleil à l'horizon vers lequel je me dirige, un pas après l'autre, un jour après l'autre, à chaque inspiration, à chaque expiration, paisiblement, tendrement et joyeusement. Oui, oui. Mais, comme je vous ai dit là tout à l'heure, moi j'avais entendu ce silence essentiel lors d'une expérience où il y avait eu beaucoup de bruit dans la rue, et puis finalement, en méditant, tout d'un coup, j'ai entendu ce qu'il y avait au-delà du bruit. Mais quelques semaines après, je ne sais pas, peut-être un mois après, j'étais dans une librairie à Bruxelles et j'ai croisé effectivement les yeux, le regard de cet homme, Ramana Maharshi, sur la couverture d'un livre qui lui était consacré et qui s'appelait Le Libéré vivant. Et en fait, moi je ne connaissais pas Ramana Maharshi, mais dans ses yeux, j'ai vu, j'ai su qu'il avait entendu le silence. Et j'ai vu cet espace inouï et infini de l'amour, en fait, qu'on voit dans ses yeux. Et quand je dis que c'est comme un soleil à l'horizon, ben oui, parce que je me souhaite, et je nous souhaite à tous, d'avoir un regard aussi vide et rempli à la fois, euh, vide de la personnalité qui n'est plus là avec toutes ses peurs et sa névrose et son côté parfois un peu pathétique, mais est rempli de cet amour, de cette conscience, de cette présence bienveillante qui accueille tout ce qui est et qui est silencieuse. Euh, et donc,
voilà. Ramana Maharshi, il est décédé en 1950. Moi, je suis né en 1962, donc 12 ans après sa mort. J'aurais jamais pu le rencontrer. Euh, donc, moi, je n'ai pas eu de maître spirituel. Parfois, je me demande si c'est bien, parce que comme certains me considèrent un peu comme un ami ou un guide spirituel, eh bien, je me dis, mais moi, j'ai pas eu de maître, alors est-ce que je serais légitime de devenir l'ami spirituel de quelqu'un d'autre? Et en même temps, c'est la vie qui a été mon maître. Et elle l'est toujours. Et du coup, Ramana Maharshi, c'est une des rencontres. Je ne sais pas si je peux dire que c'est un maître pour moi. D'abord, il faudrait lui demander s'il serait d'accord que je sois Oui. son disciple. Mais c'est une rencontre, en tout cas, entre quelque chose qui est au fond de chaque être. Et on le voit dans ses yeux, et je l'ai ressenti dans les miens à ce moment-là. Et voilà. Et c'est vrai Après, que quand on voit vos yeux et votre regard, on se dit qu'il y a quelque chose de son regard aussi. mais il y a ça dans le regard de tous les êtres humains quand ils ont le cœur ouvert. Et je sais que moi, mon cœur peut se fermer et je suis sûr qu'à ce moment-là, on voit plus rien de tout ça dans mon regard. Mais bon, il se trouve que vous m'avez peut-être vu dans des moments de ma vie où le cœur était très ouvert et notamment pendant le premier confinement, j'ai fait une méditation tous les soirs pendant 45 soirs d'affilée sur Facebook. Et oui, C'était ma justement, façon d'un peu soutenir. oui. Et cette méditation, évidemment qu'elle était forte, puissante, profonde, et que j'imagine que ceux qui m'ont vu sur le Facebook dans ces soirées-là, où on peut encore voir, je les ai laissés sur YouTube ou sur ma page Facebook, mais ils voient dans ces yeux-là qu'il y a beaucoup d'amour. Mais aussi dans ma vie de tous les jours, parfois cet amour disparaît parce que le cœur se ferme et la personnalité reprend ses droits. Voilà, je ne voudrais pas euh, idéaliser. Que l'on C'est vous ça idéalise. l'éveil. Oui, Mais oui, parce que l'éveil, c'est ça, c'est d'accueillir tout ce qui est, oui. de voir tout ce qui est, et il y a parfois des parties plus sombres en nous, et c'est pas grave, c'est important de les voir, mais et de ne pas les laisser prendre toute la place. Mais après, voilà, on n'est pas obligé de se culpabiliser parce qu'on a cette humanité-là aussi, Oui. hein. Alors Donc, justement, vous parliez oui. de vos méditations sur Facebook pendant le confinement. Et est-ce que je voulais revenir sur le dernier livre. Le dernier livre, Oui. Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain, il est en fait Mhm. né de toutes ces méditations que vous avez proposées sur Facebook, si je comprends. Oui, en fait, moi je voulais pas écrire ce livre, j'y avais jamais pensé. C'est un ami qui s'appelle Jean-Philippe de Tonac, qui est auteur et qui écrit des très très beaux livres, dont un sur la vulnérabilité des hommes, puis un sur les guérisseuses aussi, et plein d'autres livres. Et Jean-Philippe me dit, est-ce que tu te rends compte que ce que tu as fait pendant ces 45 soirées, cette méditation que tu faisais sur Facebook pendant le confinement, est-ce que tu te rends compte que c'est un rituel contemporain qui a aidé beaucoup de gens? Et j'avais jamais réfléchi en ces termes-là. Et en fait, oui, en discutant avec lui, bah, on a commencé à élaborer sur le thème du rite, du rituel. C'est pas la même chose, hein, le rite et le rituel. Et puis, à la fin, il m'a dit, mais il faut écrire, tu as un livre là. Alors, bon, bah, finalement, je l'ai écrit. Et je suis content parce que il m'a permis d'abord me rappeler ce très bon souvenir qu'a été cette rencontre quotidienne avec des milliers de gens, hein, pendant ce confinement. Et puis, il m'a permis de rappeler que les rituels et les rites ont une importance dans notre vie, qu'ils ont une fonction, même plusieurs fonctions, qui apaisent, qui donnent du sens, qui apaisent vraiment le cerveau, et qui, du coup, aussi créent de la cohésion entre les gens qui pratiquent les mêmes rites. Ils ont une fonction sociale. Et tout ça dans le monde où nous vivons, qui est un monde incertain. Alors, il n'est pas devenu plus incertain aujourd'hui que par le passé, hein. Ce qui a changé, il me semble, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui ont conscience que la vie et le monde sont incertains. Et avant, on essayait d'oublier ça. On se disait non, tout est prédictible, tout est prévisible. Mais non, personne ne sait. Même là, je peux mourir dans l'instant. Personne ne sait ce qui va se passer à la seconde d'après. Et donc, il y a cette incertitude. Il faut vivre avec elle. Et maintenant qu'on est obligé de s'en rappeler, parce qu'on nous parle de changement climatique, on nous parle de crise sociale, de crise de civilisation, de conflits divers, eh bien,
on doit se rappeler de l'incertitude, mais vivre avec, eh bien, il se trouve que l'être humain, depuis la nuit des temps, ritualise pour s'apaiser, pour donner du sens, pour manifester ses intentions. Et donc tout ça, ça a été la réflexion de ce livre, et c'était finalement très, très, très sympathique de l'écrire. Eh oui, eh oui. Alors Thierry, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. J'aimerais vous laisser le petit mot de la fin. Qu'est-ce que vous aimeriez partager aux auditeurs? Ben, justement, pour peut-être continuer sur le thème des mots que je viens de prononcer, c'est que je suis chagriné de constater à quel point les gens sont en train de baisser les bras. Euh, et à leur décharge, on peut dire que bah, les médias, les discours officiels, gouvernementaux, tout ça, créent un stress, une anxiété pas possible. Et je trouve ça très dommageable et j'encourage vraiment tout le monde à ne pas se laisser entraîner là-dedans. La vie est ce qu'elle est, on va tous mourir, on va tous connaître des moments plus difficiles et puis des moments plus heureux, on va tous connaître des pertes, ça fait partie de la vie. Mais vivre, ce n'est pas être dans la crainte permanente de ça. Vivre, c'est écouter l'élan de vie qui est en nous, l'imagination qui se remet en mouvement, la créativité, inventer d'autres façons de fonctionner, profiter de ces crises ou de cette grande crise, parce que ça semble évident que nous sommes dans une grande crise, eh bien, Oui, de nouveau pour en voir le côté positif, qui est une opportunité. Et vraiment, j'encourage tout le monde, hein, mais moi le premier, mais bon, je crois que quand même j'y parviens, à ne pas se laisser gagner par cette espèce de pessimisme, de peur, de paralysie, et de refuser ce discours. Ça ne veut pas dire se voiler la face, ça ne veut pas dire nier la réalité, mais c'est la constater et puis dire, bon, et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? oui, tout à Qu'est-ce fait. qu'on fait? Parce que simplement constater et puis tous les jours nous menacer que ça va aller de plus en plus mal, ça n'a aucun sens. Ça ne donne aucune direction à la vie et ça enlève toute signification à notre projet. Et le sens, c'est précisément ça, de la Oui, direction et de la signification. oui, je partage totalement votre avis. Et merci pour ce beau message, en tout cas Thierry. Ben voilà, bonne vie à nous tous, hein. Et même s'il y aura des moments moins faciles, vous savez, on a tellement été habitué au confort qu'on est fragile. Parce que dès que ce confort vacille ou diminue, on est perdu. Mais Oui, il se trouve que moi, je vis avec une personne qui vient d'Afrique et son pays est en guerre aujourd'hui, sa famille a tout perdu. Et je vois que ces gens, eh bien, c'est pas parce qu'ils ont tout perdu qu'ils s'effondrent. C'est pas parce qu'ils ont tout perdu qu'ils voient la vie tout le temps en noir. Il y a une espèce de force de vie. Et je trouve que dans nos contrées, oui, trop confortables, eh bien, on est devenu fragile, un peu dégénéré, c'est peut-être le mot. Et du coup, attention, parce que la vie ne sera pas toujours confortable. Et quand on traverse des moments de changement comme ceux qui sont devant nous, là, eh bien, il faut oui, s'attendre à quelques vagues. Mais ça va aller. oui, c'est ça. Ça me rappelle ce que disait sœur Emmanuel d'ailleurs, qui était justement en Égypte lorsqu'elle aidait les chiffonniers Oui. du Caire et qui Oh, disait, c'est aussi une personne qui m'a beaucoup inspiré. ah oui, Yallah! ah oui, ah Yallah! oui, Hein, on y va! Et en plus, comme oui, bien sûr, elle vivait au Caire, dans les bidonvilles du Caire, dans ces anciens cimetières de Mokattam, et elle tenait à vivre la condition des Égyptiens qu'elle aidait, pas pour se mettre en posture haute, mais vivre avec eux. Mais quel enthousiasme! Enthousiasme entheos, le Dieu intérieur. Quelle vitalité! C'est merveilleux. Ça, ce sont des gens qui peuvent nous inspirer. C'est pas les technocrates et les dirigeants qui sont, eux, engoncés dans leur peur et excusez-moi, mais parfois leur incompétence. Mais non, on a besoin de gens qui ont de la vitalité et qui nous donnent un souffle d'espoir, qui passe toujours par l'entraide, ouais. toujours par Le l'amour, hein. partage et l'entraide et l'amour. Ah, exactement, oui. Eh bien, on va conclure cette émission sur cette note d'espoir. Et on vous dit à très bientôt, j'espère. Enfin, j'espère vous avoir la chance de vous interviewer à nouveau.
Merci en tout cas pour l'invitation et en attendant, eh ben, une belle vie, une bonne vie. Merci, belle vie à vous La aussi. bonne vie. Socrate appelait la bonne vie la vie qui était inspirée par le eudaimon, le bon génie, le eudaimon qui est en nous. Ah. Eh bien, c'était Bulle de sagesse avec Thierry Janssen. Belle semaine à tous.